thème qui nous semblait s'imposer, c'est pourquoi assistons-nous présentement à une multiplication de guerres, alors qu'avec la fin de la guerre froide, on nous avait promis un nouvel ordre mondial, souvenez-vous, la paix éternelle quasiment, et là on est bientôt parti pour une guerre par an. Donc, pourquoi tant de guerres? Est-ce que ça va continuer? Et qu'est-ce que nous pouvons y faire? Et là, je pense que la première chose à dire, c'est que la guerre est la fille de la crise. Et que le système qui appauvrit tellement de gens dans les pays du Sud, Amérique latine, Afrique, Asie, mais aussi de plus en plus dans le Nord, en Europe en tout cas, on ne peut pas marcher dans les grandes capitales sans voir les mendiants qui se multiplient. Dans mon pays, une personne sur 6 est en dessous du niveau du seuil de pauvreté. Des familles doivent choisir, ou bien on envoie les enfants à l'école, ou bien on paye le dentiste. Et il y a vraiment une dégradation des conditions de vie, des conditions de travail. Et alors que les fortunes en France, en Belgique, explosent comme jamais et crèvent les plafonds chaque année, ce qui crève le plafond aussi dans mon pays, en France et en Europe en général, c'est la consommation de tranquillisants, d'antidépresseurs, les suicides, deuxième cause de mortalité chez les jeunes. Et c'est vraiment une dégradation sociale à toute allure. Et le lien avec les guerres dont on va parler dans quelques instants, il est direct. Il n'y a pas un problème social ici et des guerres là-bas, c'est la même bataille pour une raison bien simple. Si vous êtes un grand capitaliste du Nord, on va dire, des États-Unis ou d'Europe, comment vous prospérez? Comment vous faites fortune? La recette est simple. En faisant faire le travail par de moins en moins de gens pour le moins cher possible. C'est-à-dire que le bon capitaliste, ce n'est pas celui qui engage beaucoup de travailleurs et qui a une grosse armée, c'est celui au contraire qui parvient à licencier un maximum et à faire le travail par moins de gens et dans des conditions de précarité et les moins chères possibles. Ça, c'est celui, une multinationale qui annonce un plan de restructuration mondiale, 10 000, 15 000, on appelle ça chez nous dégraissage, ce qui est vraiment immoral comme vocabulaire. La multinationale qui annonce ça, ben son action, elle grimpe à Wall Street. C'est ça, être un bon capitaliste. Bien. Mais quand vous faites ça, évidemment, le concurrent, il fait la même chose. Et tous font la même chose, obligés. Et après, à qui vous vendez? Quand vous avez bien appauvri les gens qui travaillent pour vous, à qui vous vendez? Donc évidemment, c'est un système qui crée sa propre crise, et comme évidemment il ne peut pas le reconnaître, et qu'il ne peut pas prendre le seul remède qui mettrait fin aux crises, à savoir distribuer équitablement les richesses, on est obligé de continuer dans la même voie, et donc, comme ils sont tous dans une concurrence acharnée, la voie consiste à, puisqu'on a trop de capitaux ici, ces pauvres riches ont des capitaux, ils ne savent pas encore en faire les malheureux, donc on les exporte en Afrique, en Amérique latine, où ça peut rapporter gros parce que les matières premières, la terre, le travail des gens, on ne les paye pas. Il suffit de graisser la patte à un petit dictateur, de mettre quelques pourboires, et on peut ainsi exploiter les richesses pour quasiment rien, tant qu'il n'y a pas de résistance. Et donc, le problème justement, c'est que cette exportation massive de capitaux a comme fonction de permettre le pillage des richesses, ce qui évidemment provoque des résistances et des guerres. Et fondamentalement, toutes les guerres auxquelles nous assistons sont des guerres de pillage, des guerres économiques, des guerres pour le fric. Ça évidemment, ça ne peut pas se dire à la télévision, c'est pour ça que vous n'êtes pas devant votre poste, mais ici entre nous. Et le problème, c'est qu'à l'opinion, on raconte autre chose, bien entendu. Pour analyser cette question d'où viennent les guerres, je vais prendre maintenant, je pense que Michel interviendra, c'est un point qu'il a beaucoup creusé aussi, et donc on a résolu ce soir de se compléter et de ne pas se répéter. Et le point sur lequel moi je vais insister, c'est la stratégie du chaos
la stratégie agressive des États-Unis et de leurs alliés à l'égard du monde arabo-musulman. Ça vous a certainement frappé, la multiplication des guerres, directes ou indirectes, déclarées ou non déclarées, qui frappent des pays arabes et aussi des pays musulmans. Et la contradiction fondamentale là-dedans, c'est quoi? C'est que vous avez d'un côté, le monde arabe, c'est 300 millions de gens dans une vingtaine de pays, et la moitié de la population a moins de 15 ans, et quand elle va arriver sur le marché du travail, elle va trouver rien. Quand vous vous baladez dans les rues du Caire, ce qui frappe, c'est la pauvreté hallucinante. Au Caire, une capitale de 20 millions, vous avez 2000 personnes qui arrivent chaque jour pour vivre là-bas et qui sont essentiellement des paysans ruinés, et il n'y a pas de perspective. Et pendant ce temps-là, une bande de dirigeants corrompus, une élite, se remplit les poches, construit des fortunes colossales. Et donc la contradiction, elle est là. Cette pauvreté massive dans la toute grande majorité du monde arabe, pourtant le monde arabe, justement, il a le pétrole. Et théoriquement, il devrait avoir résolu en premier le problème de la pauvreté. Il y a là une richesse extraordinaire. Exxon, 45 milliards de dollars de bénéfices sur une année, 45 milliards de dollars, plus que la production totale de bien des pays dans le monde, et pourtant, c'est la misère qui règne là. Enfin, pas partout. Vous avez sans doute vu aussi à la télé ce genre de reportage sur les Émirats du Golfe, où les émirs là construisent des tours de 600, 700, 800 mètres, la mienne plus haute que la tienne et en avant. Et donc, qu'est-ce qu'on met là-dedans? On met des trucs complètement inutiles, on met des hôtels de luxe, on met, vous pouvez le loger dans une tour pareille de 800 mètres, avec une très belle vue sur la mer, bien sûr, juste c'est 25 27 000 dollars la nuit. Ok? C'est libre. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent du pétrole? Est-ce qu'on fait ça? Ou est-ce qu'on reverse les pétrodollars à Washington, d'une part, à New York pour la bourse de Wall Street pour aider les pauvres multinationales qui, c'est bien connu, n'ont pas assez d'argent? Est-ce qu'on reverse l'argent du pétrole aux États-Unis et au gouvernement pour qu'ils puissent continuer à faire des guerres? Parce que comme il est en faillite, il faut bien qu'il y ait des autres peuples qui payent les guerres qu'il fait contre ces peuples. Donc ça, c'est une manière d'utiliser l'argent du pétrole. Et à l'inverse, vous avez une toute autre manière d'utiliser l'argent du pétrole qui est celle de Chavez, qui est celle de... J'ai eu l'occasion d'analyser cette expérience qui m'a vraiment enthousiasmé. Je vous conseille d'aller voir ce pays dont on parlera d'ailleurs samedi. On abordera d'autres thèmes. Et Chavez, qu'est-ce qu'il fait avec l'argent du pétrole? C'est simple. D'abord, on récupère l'argent qui avant partait à Miami et dans les coffres-forts d'Exxon précisément et de quelques Richards de Caracas. Et on le récupère et avec ça, on donne à tout le monde l'éducation. Il n'y a plus d'analphabétisme. Tout le monde peut suivre un enseignement. Il y a des mères de famille qui retournent à l'université avec des bourses. Et il y a vraiment un enseignement, c'est prodigieux de voir les acquis. La santé. Avant Chavez, 2 Vénézuéliens sur 3 n'avaient jamais vu un médecin de leur vie et ils n'allaient jamais en voir un parce que ça coûtait trop cher. C'était réservé aux riches. Et maintenant, vous avez dans le plus petit village des Andes, dans l'Amazonie ou dans ce qu'on appelle les bidonvilles, dans les barrios, vous avez la santé gratuite de qualité, non seulement les soins de base, mais aussi la cardio, l'ophtalmo, il y a des services de dentistes, on a des opérations pour refaire le sourire et des dents à tout le monde et la dignité, etc. On a des constructions massives de logements, on a des aides aux petites coopératives, on a des programmes de qualification au travail pour, à côté du pétrole, créer une vraie économie et un vrai avenir pour le pays. Donc voilà 2 utilisations complètement opposées du pétrole. Et si de l'argent du pétrole. Et évidemment, si on n'en parle pas, c'est parce que Chavez est un grand danger. Et Evo Morales qui fait la même chose en Bolivie avec l'argent du gaz, et tous ces dirigeants latinos qui font la même chose, c'est un très grand danger, vous vous rendez compte? Si on faisait la même chose que dans le monde arabe et en Afrique, le continent le plus riche du monde avec les peuples les plus pauvres,